Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Parfait, parfait. Donc, on va passer 20 minutes ensemble. Je suis très contente de vous voir. Donc, je vais partager mon écran pour commencer. On a 20 minutes. Je vais juste vous parler de communication parents-enfants. Pardon, parents-école. Je ne sais pas comment je vais faire là. Partager mon écran. J'arrive pas. Je vais juste. J'espère ne pas passer beaucoup de temps dans le partage. Ok. Je suis pas très habituée avec Zoom. D'habitude, je travaille beaucoup avec Teams. Je pense que tous les parents qui sont avec nous le sont aussi. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Donc, le thème de cette intervention, c'est de débattre ensemble sur la communication parents-école. Comme vous le voyez là, le sphère là de communication parents-enseignants ou école et élèves. Donc, famille et école sont deux sphères importantes dans la vie de l'enfant. Donc, plusieurs études démontrent que la collaboration entre les deux ont des répercussions sur la réussite scolaire d'un jeune, des répercussions positives ou des répercussions bien sûr négatives. On va parler des moyens, des outils de communication et dans ça, on va parler d'autres outils matériels, mais aussi d'autres outils. Le premier outil que favorisent les écoles, c'est l'agenda, surtout pour le primaire. Pour le primaire, c'est toujours l'agenda. C'est vraiment l'outil primordial pour apprendre les devoirs et les leçons de l'enfant, pour apprendre aussi les nouvelles de l'enfant. Donc, l'enseignant note toujours ses remarques dans l'agenda et c'est dans l'agenda que le parent doit noter tout ce qui se passe par la tête. Donc là, on est vraiment dans une relation d'entraide entre parents et enseignants et c'est à travers l'agenda le moyen le plus court parce que normalement l'agenda doit être vu par les parents chaque jour et par l'enseignante aussi. Après l'agenda, on a aussi et surtout actuellement avec le contexte actuel de la pandémie, tout ce qui est courriel ou application informatique. Donc, le courriel reste un moyen de communication surtout avec l'école ou le centre de service scolaire. Donc, les parents reçoivent beaucoup de courriels concernant aux décisions du centre de service de l'école ou du ministère. Mais certaines écoles utilisent aussi surtout le secondaire utilise le courriel pour communiquer avec les parents. Avec ça, on trouve aussi tout ce qui est application informatique. Par exemple, on a ClassDojo, Classroom, ça dépend des écoles. Ce sont des plateformes là où on est comme en live. Il y en a même des rencontres à distance avec les parents. L'outil qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur pendant la pandémie et encore maintenant, c'est Teams. Et c'est une plateforme de rencontre entre enseignants et parents. Et là, ce sont des rencontres qui se font selon des rendez-vous. On a aussi le portail Mosaïque qui a pris de l'ampleur cette année-ci. Sur la plateforme Mosaïque, comme vous le voyez, chaque parent pour le centre service scolaire de Montréal doit s'inscrire sur ce site et on a énormément d'informations, d'outils pour plusieurs sujets concernant l'éducation des enfants, comme vous le voyez ici, et des explications pour tout. On trouve le courrier qui n'est pas vraiment favorisé actuellement vu le contexte de pandémie, mais avant on envoyait vraiment on envoyait le bulletin
de juillet par courrier. On peut dire aussi les documents assignés, les factures, les invitations sont envoyées par courrier, mais par le biais des agendas des enfants. Et surtout les documents assignés donc et retournés à l'école. Le téléphone qui est aussi un moyen pour annoncer l'absence et le retard de l'enfant. Donc, si on ne répond pas, on laisse un message. Les coordonnées de l'école sont dans l'agenda pour les parents qui débutent la vie scolaire de leurs enfants. Et puis, il faut absolument donner les bons coordonnées à l'école et à chaque changement, vu que l'école peut appeler le parent soit pour un rendez-vous ou soit pour quelque chose qui arrive à l'enfant. Donc, vous pouvez aussi prendre rendez-vous par téléphone avec l'enseignant ou quelqu'un. Les rencontres. Donc, les rencontres, cette année, pratiquement toutes les rencontres des bulletins ont été réalisées par Teams. Donc, les rencontres sont vraiment des moyens pour parler avec l'enseignante, pour poser des questions, pour avoir des nouvelles, pour trouver des solutions ensemble. Donc, voilà. Je passe rapidement les diapos, puis après, on va ouvrir le débat, puis je vous donnerai d'autres informations. Le personnel scolaire, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'il y a comme équipe école. Donc, on trouve l'enseignant, l'enseignante qui sont vraiment le premier contact favorisé avec l'école. L'enseignante ou l'enseignant joue un rôle primordial dans la vie de vos enfants et c'est à travers elle qu'on va pouvoir résoudre plusieurs défis pour l'enfant. Donc, n'hésitez pas à tisser des relations avec l'enseignant et l'enseignante pour le bien de l'enfant, à lui exprimer si vous êtes frustré concernant l'état de votre enfant, concernant les devoirs, concernant que l'enfant ne s'implique pas beaucoup. Puis, elle discutera avec vous et elle saura vous référer à quel personnel de l'école pour mieux répondre à vos questions. Secrétaire ou réceptionniste, secrétaire de l'école, c'est la personne qui accueille, donc c'est le premier contact lorsque vous allez à l'école ou lorsque vous appelez pour prendre un rendez-vous. Responsable du service de garde ou du dîner. Donc ça, je pense que tous les parents connaissent cette personne dès la première journée parce que c'est lui qui gère le service de garde si vous allez laisser votre enfant ou le service de dîner. Directeur et directrice ou directrice adjointe, on trouve beaucoup la direction adjointe, surtout au niveau du secondaire, qui s'occupe de un ou deux niveaux. Donc, les deux sont aussi accessibles, soit par rendez-vous, soit par courriel. Conseiller ou conseillère d'orientation, c'est pour le secondaire et cette personne travaille pour aider votre enfant à choisir son orientation une fois il a quitté le secondaire. L'orthopédagogue, c'est une personne précieuse à l'école qui évalue l'élève qui présente quelques difficultés d'apprentissage et qui l'aide avec des programmes pour répondre à ses besoins et à pallier les difficultés. L'orthophoniste, c'est une aussi ressource importante et précieuse à l'école, vu que c'est une personne qui identifie et évalue les élèves qui présentent des troubles langage, audition et qui met sur pied des plans d'intervention pour remédier à ces difficultés dès la détection, surtout au primaire. Technicien ou technicienne en éducation spécialisée, ce qu'on appelle TES, c'est une personne que vous trouvez souvent dans les cours d'école. C'est une personne qui est très accessible aussi et qui aide vraiment l'enfant dans ses comportements, dans des troubles d'adaptation, des problèmes de conflit avec les amis, etc., pour soutenir les élèves. D'autres personnes, on trouve des agents d'intégration pour aider les familles nouvellement arrivées à trouver
répondre à leurs besoins, des travailleurs ou travailleuses sociaux et sociales, infirmières, hygiénistes dentaires. C'est une équipe, une grande équipe à l'école qui travaille sur l'éducation de votre enfant scolaire et social. Donc, vraiment, je peux vous dire que pendant le confinement, depuis le début de la pandémie, c'est une équipe qui travaille vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour répondre à plusieurs besoins. J'ai oublié, excusez-moi, un élément très, très important qui travaille beaucoup ces derniers temps, c'est le ou la psychoéducateur ou psychoéducatrice, et que c'est une personne qui intervient avec des plans d'intervention pour des problèmes de comportement, des problèmes sociaux. Donc, elle peut aussi, cette personne, vous interpeller pour avoir une autorisation pour vous rencontrer et rencontrer votre enfant. Je passe maintenant à comment, en tant que parent, je peux aider mon enfant. Je peux vous dire que avant de commencer, juste un aperçu sur l'importance de la langue maternelle. Il y en a beaucoup qui refusent ou qui parlent le français ou l'anglais à la maison, en espérant aider l'enfant beaucoup plus à apprendre la langue française. Des recherches ont montré que la langue maternelle, qui soit bien maîtrisée par l'enfant, facilite beaucoup l'apprentissage du français, parce que par le biais de la langue maternelle, on peut comprendre le fonctionnement de la langue française, qui est la langue d'étude. Donc, l'enfant peut facilement, s'il parle sa langue maternelle, s'il comprend dans sa langue maternelle, ça va lui permettre de vite comprendre le français et de vite apprendre cette langue. Donc, le niveau de développement de la langue maternelle, c'est un indicateur du développement de la deuxième langue, qui est la langue seconde. Donc, là, conseil aux parents, continuez à parler avec votre langue maternelle à la maison. Vous pouvez traduire, expliquer à votre enfant des difficultés dans ses devoirs et ses leçons par la langue maternelle, raconter des histoires, lire avec lui des histoires dans votre langue maternelle, ça ne peut que l'aider. Comment je peux aider mon enfant? Moi, je commence par vous dire que l'aider dans l'assiduité et la ponctualité, c'est vraiment le meilleur cadeau que vous présentez à votre enfant, parce que surtout en ce temps, même si on est à distance et que l'enfant se connecte pour assister à des cours, on a eu un bon taux d'absentéisme ces derniers temps, même si l'enfant il est à distance, puis l'école vient chez lui à la maison. Et c'est normal, je peux vous dire que c'est normal. C'est une perturbation pour l'enfant et pour le parent, mais notre rôle comme parent, c'est vraiment d'insister, d'aider, de faire comprendre, d'expliquer que l'assiduité et la ponctualité sont deux clés de réussite à l'école et autres. La deuxième chose, c'est vraiment la communication avec l'école. N'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à écrire par courriel ou dans l'agenda si l'enfant va à l'école, demander des rencontres avec votre enseignant pour informer et s'informer, informer l'enseignante des petits détails, même des détails que mon enfant n'arrive pas à dormir, il est fatigué, il n'aime plus faire ses devoirs, il fait ses devoirs à moitié, j'ai de la difficulté de le faire ses devoirs. Tout ça peut se résoudre avec une bonne communication avec l'école, parce que l'enseignante va vous écouter et elle va vous référer à des personnes qui peuvent, eux, vous aider aussi dans ce contexte difficile. Comment je peux l'aider pour les devoirs? C'est une période très, très difficile. Les devoirs sont là pour consolider les apprentissages. On va pas donner des nouvelles apprentissages à nos enfants, mais c'est surtout pour consolider les apprentissages. Donc, notre rôle, c'est de voir dans l'agenda les devoirs qui sont à faire, c'est d'encourager votre enfant pour faire ses devoirs, l'encourager et ne pas le pousser à le faire obligatoirement.
c'est de lui permettre un environnement, un endroit calme, avec une période définie pour étudier, d'être là pour lui, de le motiver, d'avoir un contrat aussi avec lui pour réaliser ses devoirs, d'expliquer les questions difficiles et pas de faire à sa place et surtout de jouer. Si l'enfant est au primaire, profitez du jeu. Le jeu de Scrabble favorise l'apprentissage de français. Je peux l'aider à apprendre ses mots de dictée en jouant avec lui. Jeu de cartes favorise aussi l'apprentissage du français et des mathématiques. Donc, je peux faire des jeux avec lui pour le pousser à faire ses devoirs, mais le pousser intelligemment. Donc, l'enfant a vraiment besoin d'être compris, d'être accompagné, d'être motivé et encouragé. Encouragez-les lorsqu'ils font des erreurs, des échecs, encouragez à se relever à nouveau et que c'est pas vraiment la fin du monde. Et communiquer avec l'enseignante en cas de besoin. Votre influence est grande. Donc là, le parent aide beaucoup l'enfant en écoutant ses malaises. Même s'il a fait quelque chose, s'il a échoué, c'est-à-dire que à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Essayez d'écouter, de discuter avec votre enfant et surtout d'être patient, surtout en cette période très difficile pour tout le monde. Essayez de motiver, essayez de donner vous-même l'exemple avec une bonne communication avec l'enseignant. Impliquez-vous à l'école. On a l'opportunité de s'impliquer dans l'OPP, qui est l'organisation de participation des parents, par le bénévolat et surtout une bonne communication avec l'école. Voilà, j'ai fait vite passer mes diapos pour laisser de la place aux questions et aux débats. Voilà, merci. Je vous écoute. La parole est à vous. Bien, bonjour. Bonjour. Je voulais, le premier schéma qui a été montré, les 3 groupes, donc enfants, école, parents, je trouvais intéressant ou en tout cas important de rajouter des flèches dans les autres sens aussi. Oui, certainement. Oui, ouais, mais c'est une boucle en fait. Oui, exactement. Oui, c'est une communication des deux, certainement. Donc, pour les enfants de parents allophones, donc souvent c'est l'enfant qui va être le vecteur entre le parent et l'enseignant. Oui et non, parce que on a aussi des interprètes qui peuvent être là. On veut pas surtout lors des rencontres avec les parents que l'enfant joue le rôle d'interpréter. On favorise même pas le deuxième enfant qui est le plus vieux de venir pour faire l'interprète entre l'enseignant et le parent. On invite des interprètes au niveau du centre de service. On a des interprètes qui travaillent pour ça, mais on demande beaucoup, puis on a une belle collaboration avec le communautaire, des organismes qui offrent des interprètes. Donc, si le sujet n'est pas confidentiel, on souhaite toujours de ne pas faire intervenir l'enfant pour jouer l'intermédiaire avec l'enseignante et l'enfant et le parent. Bonjour. Bonjour. OK, bon, je l'ai. Ben moi, je vais appuyer ce que Marie-Hélène a dit parce que j'étais beaucoup présente vu que les élèves vont dans une école alternative. Puis, il y a beaucoup des petites communications simples. Ça arrive souvent que l'enseignant va pas faire affaire avec un traducteur, va demander à l'enfant de faire l'interprète, comme pour exemple des activités qui auraient lieu à l'école, des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu très, très fréquemment. Peut-être pas au niveau des rencontres de parents où ce qu'on va vraiment parler d'une problématique avec l'élève, là, mais au niveau de ce qui est secondaire et de la vie de l'école, ça arrive fréquemment. Oui, j'ai pas dit que ça n'arrive pas. Oui, ça arrive des petits messages ou des petites choses. Oui, on peut, mais on veut vraiment que la communication soit à travers quelqu'un d'autre que l'enfant. On veut laisser, en fait, dans le fond, on veut laisser l'enfant vivre sa vie d'enfant.
parce que avant, on se basait beaucoup sur l'enfant ou sur le frère, puis ce sont des responsabilités qui pèsent lourdes sur les épaules des enfants. Donc, on souhaite vraiment avoir une autre personne neutre qui va faire la traduction. Il y a un film sublime qui a été fait là-dessus. C'est la petite fille, elle est prise pour dealer le cercueil de son petit frère. En tout cas, c'était vraiment un bijou. Je me souviens plus du titre. Mais donc, je suis contente de savoir que il y a de l'investissement qui est fait de ce côté-là. Moi, c'était simplement pour dire, souligner le dynamisme que ça allait dans les deux sens, en fait, là, au niveau de la communication. Là. C'était pas juste comme ça, puis que souvent, donc c'était multiple, surtout à ce niveau-là. Ouais. Oui. Parfait. Merci.